Eh bien bonjour à tous pour ce nouveau Facebook Live, ce deuxième que nous allons réaliser, pour un jardin qui va être complètement différent du premier. Mais avant de vous le présenter, je voudrais d'abord remercier la propriétaire qui nous a autorisé et permis de venir visiter, de vous présenter son jardin. Je voudrais également remercier ma caméraman Magali qui a accepté de m'accompagner encore aujourd'hui pour faire cette petite vidéo. Alors, la semaine dernière, il y a le 8 octobre, pardon, nous étions à Saint-Malo, dans le secteur de Saint-Malo, entre Saint-Malo et Cancale, et je vous ai présenté un jardin qui était plutôt entre terre et mer, un jardin de bord de mer. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est un jardin qui est dans un petit vallon, dans une vallée, qui est très tranquille, très calme, et par contre un jardin très humide. Donc vous allez voir que la thématique va plutôt être sur les plantes aquatiques. Alors d'abord à l'accueil, ici on est accueilli dans la propriété, par une ambiance un peu méditerranéenne, et vous verrez qu'on a beaucoup de plantes méditerranéennes dans ce jardin. Donc à ma droite, j'ai un Camerops excelsa, de l'autre côté, un Trachycarpus, et puis derrière moi, des Phormium. On va donc aller découvrir la belle allée, une belle avenue qui nous emmène vers la maison, une allée carrossable. Alors j'ai oublié de vous dire, si jamais il y avait des problèmes, parce que la dernière fois nous avions un petit problème de micro, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, si le son n'était pas bon, ou autre, on essaierait techniquement bien d'améliorer. Voilà, merci. Donc on va prendre maintenant, on va aller vers la maison, vers le bassin, avec, vous voyez que c'est encore une plante méditerranéenne, l'oranger du Mexique, le Chosia ternata, qui fleurit au printemps. Alors actuellement avec la météo qui change, eh bien, on a des orangers du Mexique qui sont déjà en fleurs. Celui-ci, on va détailler un peu tardivement, donc il n'a pas encore pris, il fleurira au printemps prochain. Donc nous allons déambuler dans cette allée qui a la particularité de ne pas nous faire découvrir le jardin en arrivant, et pourtant le jardin est juste en bas, juste à ma gauche. Mais c'est une allée vraiment encadrée de végétaux, des végétaux essentiellement persistants, et avec des plantes qui vont, on est encore un petit peu tôt, alors on est en période automnale, et je souhaitais vous faire visiter ce jardin pour vous montrer qu'un jardin peut être beau même en automne. Il n'y a pas que le printemps, et l'été lorsque les plantes sont en pleine floraison. On peut également jouer énormément avec les feuillages. Alors ce n'est pas un jardin que j'ai conçu entièrement, c'est un jardin où je suis venu apporter des petites touches. La structure était déjà faite, il y avait des arbres, des arbustes, et la propriétaire m'avait demandé, parce qu'elle voulait se ressourcer davantage dans son jardin, donc elle m'a demandé d'apporter une touche pour se ressourcer, pour que ce jardin soit vraiment une ambiance plus romantique. Donc et avec un souhait particulier d'amener de l'eau dans le jardin. Alors ce jardin est dans une vallée avec un terrain très très humide. Alors on a un problème de son. Donc nous allons débrancher. Voilà, nous allons marcher maintenant sans le micro. Nous allons parler sans le micro et vous me direz si, vous pourrez me dire si vous avez encore un problème de son ou si c'est mieux. Donc l'allée qui nous emmène vers la maison, on va descendre avec, vous voyez, essentiellement des plantes persistantes, du Photinia red robin, un feuillage persistant, des camélias. Ce qu'il faut voir, c'est que ce jardin est beau toute l'année, printemps, été, automne. Là, ce camélia va exploser en fleurs. On voit les petits boutons déjà, et donc il va exploser en fleurs au printemps. Ensuite, vous aurez des rhodos qui prendront le relais au mois de juin. Là, pour l'instant, à l'automne, cette allée est uniquement verte, mais tout le reste de la saison, eh bien, les floraisons s'échelonnent. Alors, j'ai oublié de vous dire au départ, nous referons à 18 h ce même circuit avec les éclairages, puisque c'est un jardin qui est éclairé, et ça vous permettra de voir des ambiances totalement différentes en nuit. En fait, ça nous permet d'avoir un jardin de jour, un jardin de nuit, mais ce sont le même jardin avec des ambiances totalement différentes. Alors oui, il y a un petit peu d'alternance au niveau des feuillages, avec des aucubas qui ont un feuillage plutôt doré, et puis les Photinia, feuillage persistant. Une première trouée vers le jardin, c'est la première qu'on voit. On aperçoit encore palmiers, cordylines et les bambous en fond. Alors le soleil nous donne, on a un peu le soleil dans les yeux, donc ça va peut-être pas forcément être très visible, mais nous allons revenir après sur ce secteur-là. Alors on est accompagné également par des moutonnements de buis qui marquent une entrée qui était existante lorsque je suis arrivé.
qui était encadré par des glycines et puis des petits saules, des Salix caprea pendula. Donc ça, c'était une partie existante du jardin. Et vous découvrez, mais on le verra encore mieux après, des bananiers, mais on va en voir, il y a beaucoup de bananiers. Alors on a une route sur la droite, à ma droite, donc il y a une route qui passe, et donc pour s'isoler de cette route, il a été planté un rideau de bambou noir, des Philostachys nigra. Donc vous savez très bien qu'avec les bambous, il faut être très prudent. Au niveau du système racinaire. Donc vous avez des bambous qui sont traçants, des bambous qui sont semi-traçants et d'autres qui sont peu traçants. Donc moi par principe, je vous conseille, lorsque vous plantez des bambous, eh bien, de bien mettre une barrière anti-racinaire. Il faut la faire descendre très profonde. Il faut aller au moins à 80 cm car le bambou, les racines des bambous plongent parfois à plus de 80 cm. Il faut savoir que le bambou, en fait, c'est une graminée. Et la racine du bambou, eh bien, elle se déplace horizontalement. Et lorsqu'elle rencontre un obstacle, eh bien, soit elle monte, soit elle descend. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut bloquer cette racine. Il faut par un système antiracinaire de manière à arrêter sa prolifération. Voilà, donc, et surtout, n'hésitez surtout pas à mettre de la profondeur, il faut aller au moins à 80 cm. Ne pas non plus mettre votre protection racinaire trop proche du ras du sol parce que avec le temps, l'humus va faire monter le niveau des racines et les racines passeront par-dessus votre bâche. Donc il faut la laisser dépasser de 4-5 cm. Donc voilà, on découvre la maison, qui est une petite maison bretonne, magnifique, tout en pierre. Et vous allez voir la couleur des volets. D'ailleurs, les volets ont été peints suivant mes conseils également. Sur la gauche, on a un premier bosquet de yucca, qui était existant à yucca. Et vous voyez encore des bananiers, de très beaux bananiers. Et nous sommes, j'ai oublié de vous le dire au départ, mais nous sommes à Saint-Malo, donc en Bretagne. Alors d'ici, nous avons une très belle vue sur le parc. On aperçoit le bassin. Donc on a ramené la touche aquatique que nous avons ramenée dans ce jardin. C'était vraiment une demande de la cliente puisqu'elle avait tout son rideau de bambou tout autour et il lui manquait quelque chose. Donc voilà, et donc on va revenir tout de suite sur le bassin. Alors il y a une petite plante que j'aime beaucoup. C'est un petit fusain couvre-sol. Vous voyez qu'il est en train de coloniser le bananier. Evonimus emerald getty. Donc un très beau petit fusain. Ce sont des plantes couvre-sol qui sont très faciles à maîtriser et puis qui sont très jolies. Vous voyez, en hiver, on a un beau feuillage décoratif pour l'hiver. Donc la petite touche avec le petit palmier et puis encore un bananier. C'est vraiment la plante de la propriété. Alors il y a eu des grandes arches qui étaient pareilles, qui étaient présentes et qui sont recouvertes de glycine et rosier grimpant. Devant nous, nous avons la roseraie. Avec qui a une floraison abondante en été. Et donc sur cette structure, eh bien, ce sont plutôt des rosiers grimpants qui ont été plantés, de manière à avoir vraiment un effet roseraie en été. Et autrement, nous avons des glycines. Donc là, on va rentrer par la porte de la glycine. Alors nous avons un petit souci technique, c'est que l'horloge a dû s'arrêter. La fontaine qui devrait marcher, eh bien, ne marche pas. Mais j'espère qu'elle va s'enclencher et que je pourrai vous montrer cette magnifique fontaine lors de ce reportage. Alors on va avancer. Vous voyez je vais laisser montrer la façade qui est très jolie, très belle maison en pierre avec des couleurs, le couleur vert gris que j'aime beaucoup. Donc le revêtement, le sol est fait avec des vieux pavés de la région malouine, des pavés de Saint-Malo. Ça y est. Et voilà notre fontaine qui s'enclenche. Donc on va attendre un petit peu avant d'y aller pour que vous voyez bien. Voilà. Alors devant la maison, on a un petit jardin qui est plutôt ambiance. Alors c'est un souhait de la propriétaire. Elle met beaucoup de gravier blanc parce qu'elle veut quelque chose de zen, de relaxant. Donc avec un olivier qui est taillé en nuage, des palmiers, un petit dasylirion. Vous voyez, des plantes qui sont très méditerranéennes. Et dans tous les pots qu'elle a souhaité mettre, eh bien, il y a beaucoup de buis. Et puis des petits pins, des petits Pinus pinea, qui sont conduits un petit peu en bonsaï. Alors on va se rapprocher, on va aller voir la fontaine.
Alors, et en automne, ce qui est magnifique, enfin, ce qui est très joli en automne, ce sont les érables. Et donc, on a un très bel acer Palmatum atropurpureum, hein, donc sur la gauche, qui a un feuillage pourpre et qui donne un effet saisissant. Et on découvre les Dicksonia antarctica, les fougères arborescentes, hein, qui viennent encadrer cette petite fontaine. Donc on va s'approcher, hein, de ce lieu. C'est vraiment un endroit qu'aime beaucoup la propriétaire du lieu, parce que c'est ce bruit de l'eau. Alors d'abord, l'eau, c'est dès que vous mettez de l'eau dans le jardin, l'eau c'est la star du jardin. Dès qu'il y a un point d'eau, les enfants vont venir, n'importe qui arrive chez vous va aller auprès de l'eau. On a envie de s'approprier l'eau, hein, le bruit de la fontaine, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un élément de décoration. Et lorsqu'on arrive dans la propriété, eh bien cette fontaine est centrée sur cette allée qu'on vient de prendre, hein, et donc donne un effet saisissant. Donc ici on a une plante qui donne un effet qui est très très belle. Donc voilà, la petite fontaine, c'était un talus. Ici c'était un talus. Un talus, donc, et la propriétaire voulait rendre cet espace plus vivant, parce que c'est sa terrasse en été, bon, il y a toutes les tables qui sont mises dehors, etc. Et donc on a apporté des roches, vous voyez les grosses roches qui sont recouvertes de mousse, et bien c'est des roches qu'on a apportées, des boules de pierre qu'on a dans notre région, et qui permettent d'encadrer une fontaine avec donc l'eau est pompée dans un bac tampon et remontée jusqu'en haut et redescend par l'effet de cascade, donc sur les pierres. Beaucoup de plantes, donc là on est dans des plantes d'ombre, hein, donc le Dicksonia bien sûr. Nous avons également les fougères, hein, donc les Dryopteris affinis qu'on a mis également de chaque côté de la cascade. Les petites graminées à feuillage jaune sont des Aconoclea. Et c'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'elle donne un effet, elle amène beaucoup de lumière par son côté doré. Alors là ici nous avons juste un tout petit bassin avec un nénuphar qui est en fin de vie. Toutes les plantes aquatiques, il y a des plantes aquatiques qui sont, je vais en parler d'ailleurs un peu plus tard des plantes aquatiques, mais en pleine saison on a des callas, des caltas, de la Lysma plantigo. Il y a beaucoup de plantes aquatiques qui là maintenant, on est quand même au mois de novembre, à mi-novembre. Il ne faut pas oublier que nous avons eu des conditions météorologiques très très dures il y a quelques semaines. Et on voit en été, là les hortensias sur la droite sont en fin de floraison, mais en été c'est un paquet de fleurs, un bouquet de fleurs. Donc les hortensias sur notre droite, et puis ici, derrière la petite statue, eh bien, on a un petit camélia, un camélia sasanquois, un camélia qui fleurit donc en début d'automne, en début d'hiver même. Hein. Voilà, camélia sasanquois. On connaît bien, on a vu dans l'allée tout de suite, hein, nous avons vu des camélias qui fleuriront au printemps entre mars, avril, mai. Eh bien lui, le sasanquois a l'avantage de fleurir dès l'automne. Donc à ne pas oublier dans vos aménagements. Voilà, donc ce bruit de l'eau, hein, qui est très très reposant et qui est un endroit où la propriétaire aime bien venir lire, se reposer, etc. Nous avons également, juste ici, un leptospermum. C'est une plante qui est très très belle, qui fleurit elle par contre du mois de mai jusqu'au mois de mai, à juillet. Une belle floraison rouge, une belle fleur, c'est magnifique comme plante. Il n'y a plus que quelques petites fleurs là, mais voilà, c'est un leptospermum. Et puis bien sûr les plantes aquatiques à son pied, comme les arômes, les plantes qui aiment l'humidité. Une azalée japonaise également qui fleurit rose. Et puis encore un petit pot là qui est mis ici. Donc vous voyez ces belles couleurs automnales de l'érable. Hein. On a du rouge, de l'oranger, encore un peu de vert. Alors on a une question de Cathy qui demande comment entretenir les plantes aquatiques, savoir si c'est facile. Alors, les plantes aquatiques, il y a déjà deux choses qu'il faut bien faire. Il ne faut pas avant de les entretenir, il faut les planter. Moi je vous conseille de les planter plutôt vers le mois d'avril, parce que l'eau s'est un peu réchauffée et elles vont mieux démarrer. Il ne faut pas les planter maintenant, les plantes aquatiques, c'est plus la saison.
Après, on les laisse, moi je n'y touche pas, je fais juste une petite taille de nettoyage en automne. Et la vraie taille de nos plantes aquatiques, on la fait en février-mars, où là on va bien les nettoyer. En automne, on va juste nettoyer grossièrement pour que ce soit propre pour l'hiver. Et à partir de février, là on va les retailler plus sévèrement, beaucoup plus sévèrement. Mais c'est un entretien qui est très facile à faire, c'est une fois par an, c'est pas très compliqué. Voilà pour cette question. Donc cet érable japonais, on va continuer et on va aller maintenant vers le grand bassin, maintenant que nous avons vu la petite fontaine. Donc avec un massif de terre de bruyère qui est vers le fond, qui lui va donner un effet, mais qu'au printemps maintenant. Hein, donc chaque plante a sa période, je dirais, de star. Voilà, avec camélia, rhododendron, hortensia. Donc voilà, il y a un échelonnement de floraison. Hein, donc les hortensias qui sont les derniers. Et puis on va repartir dès le mois de mars avec les camélias. Et puis on voit d'ailleurs une petite fleur violette. Alors celle est un peu loin, je ne pense pas que vous puissiez la voir. Mais c'est un rhodopontique hein, qui normalement fleurit au mois de juin. Là, il y a une toute petite fleur violette là, qui est en train de sortir. Alors, c'est pas la période où le jardin est le plus beau. Hein. Vous voyez bien que là, d'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, nous venons faire un entretien au niveau des plantes. On ne s'occupe pas du gazon, mais on vient faire un entretien d'automne hein, pour les plantes. Et là, vous avez un petit tapis. On a un petit tapis juste à ma gauche ici. Ce sont des astilbes. Donc là, ça fait bon, elles sont pas très très jolies parce qu'elles sont en fin d'automne. Par contre, en pleine saison, c'est vraiment un tapis de fleurs. Alors, les astilbes sont des plantes d'ombre et des plantes aquatiques aussi. Donc, dans les plantes aquatiques, vous avez différents types de plantes aquatiques. On a des plantes qui sont des plantes de rive, des plantes de sol frais, comme les astilbes. Ensuite, nous allons voir des plantes qui sont immergées, mais à faible profondeur. Donc, qui sont émergées, émergées et les racines sont juste à 20 cm dans l'eau. D'autres plantes qui sont immergées, qui sont complètement recouvertes. Donc, chaque plante a ses conditions de préférence au niveau du sol. Voilà, donc on va continuer. Là, nous avons un beau magnolia, Magnolia soulangiana, qui lui, bien sûr, au mois de mai, avril est éclatant de fleurs. Il est recouvert de fleurs. Et puis on va aller maintenant, on va traverser le petit jardin qu'on a vu tout de suite, le petit jardin qu'on a vu devant la maison, et on va aller rejoindre le bassin aquatique. On a de nouveau une question de Cathy qui souhaiterait savoir quels sont les travaux à faire au jardin l'hiver. Eh bien, pardon. En hiver, à cette époque-ci, ce sont surtout des tailles de nettoyage que nous faisons. C'est-à-dire qu'on enlève à peu près un tiers de la plante, les fleurs fanées, les feuilles sales, comme les hortensias par exemple qui sont en fin de floraison. On va couper juste la fleur, on ne va pas tailler l'hortensia, on va juste couper les fleurs, la boule d'hortensia. Et la vraie taille se fera en février. Donc à l'époque-là, taille de nettoyage pour que votre jardin soit propre, un sentiment de propreté. Mais les vraies tailles de toutes ces plantes qui fleuriront en été seront faites en février et la taille des plantes qui fleuriront au printemps sera faite après la floraison. Donc là, uniquement taille de nettoyage. Alors, on peut, si vous avez des plantes qui sont un peu frileuses, ça va être le moment, dans quelques temps, de les protéger. Chez nous, on a la chance, dans notre région malouine, d'avoir un climat très... plutôt, je dirais presque méditerranéen, mais on n'a pas de gros froid, donc nous n'avons pas besoin de les protéger. Vous voyez les Dixonia antarctica, si j'étais à 10 km plus loin dans les terres, là il faut que je les protège l'hiver. Nous, on n'a pas besoin ici de les protéger, elles vont perdre leurs feuilles, et encore certains hivers, elles ne perdent même pas leurs feuilles. Voilà, donc pensez à protéger quand même certains. Si vous avez des palmiers, des phénix, les phénix par exemple, eh bien à -5, il faut quand même les protéger. Mais dans notre région, je vous dis, nous à Saint-Malo, ce n'est pas forcément utile. Donc nous allons continuer. Vous voyez la propriétaire de ce lieu, elle a plein d'endroits où elle a des petites chaises comme ça, qui sont magnifiques, hein, donc qu'elle a trouvé dans une brocante. Et elle a plein d'endroits comme ça où elle peut se poser dans son jardin. Donc encore un palmier, et puis... Madame Lequertier suggère le mot tempéré plutôt que méditerranéen, je pense. Je cherchais le mot, je remercie de son aide. Voilà, donc on voit un bosquet de palmiers, Trachycarpus et Camerops encore. Hein. Vous voyez, c'est un rappel de ce qu'il y avait à l'entrée lorsque nous sommes arrivés. Trachycarpus et Camerops. Et sur la gauche, nous avons donc la roseraie avec les agapanthes. Hein, donc les agapanthes, la plante symbolique de l'île de Bréa, qui est à une cinquantaine de kilomètres de chez nous, mais qui est très renommée pour ses fleurs d'agapanthe. Il y a d'ailleurs une très bonne pépinière
qui est spécialisé dans les agapantes sur l'île de Bréa. Alors, on a aussi une question pour l'entretien du magnolia en hiver. Est-ce qu'il résiste au froid? Alors le magnolia, aucun problème, c'est une plante qui résiste bien au froid. Dans les magnolias, vous avez deux types de magnolias. Vous avez les magnolias caducs qui perdent leurs feuilles et vous avez les magnolias persistants qui gardent leurs feuilles. Donc un magnolia persistant, le plus connu, c'est le grandiflora qui lui fleurit blanc en été. Et celui que je vous ai montré tout de suite, c'est un magnolia soulangiana qui lui fleurit au printemps. Donc l'entretien, il n'y a pratiquement rien à faire. C'est un arbuste, un arbrisseau qu'il faut laisser pousser, se laisser se développer. Vous avez également les magnolias stellata qui sont très intéressants dans les magnolias. C'est un plus petit magnolia que moi j'associe dans les massifs de terre de bruyère. Voilà, donc un entretien vraiment très simple au niveau des magnolias. Donc voilà, la roseraie, donc vous voyez on parlait, alors, vous voyez il y a encore quelques rosiers, quelques fleurs, dans les rosiers grimpants. Donc cette arche qui est couverte de roses au mois de juin, donc c'est un jardin, on pourrait refaire un reportage à n'importe quelle période de l'année, il y a des choses à montrer. Voilà, et puis là, les rosiers qui sont au pied, alors le paillage, bon ça c'est un souhait de la propriétaire parce qu'elle aime bien le côté gravier blanc qui donne un côté zen, voilà, bon c'est un choix de paillage. Nous allons donc aller vers le point bas du terrain parce qu'en fait quand vous implantez un bassin, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est à son exposition. Et puis, faut de préférence, c'est bien l'implanter dans la partie la plus basse pour que la plus basse du jardin, que le bassin ne soit pas mis en haut du talus. Voilà, donc en allant, on va se diriger vers ce bassin et on voit sur la gauche là, un petit arbre que j'aime beaucoup. C'est un Prunus subirtella autumnalis pendula, un Prunus subirtella pendula, pardon, qui va être couvert de fleurs roses dès le mois de février. Prunus subirtella pendula, n'oubliez pas ce petit arbre pleureur, parce qu'il est magnifique en fleurs, la floraison tient assez longtemps, beaucoup plus longtemps que le Prunus cerulata kikushidari sakura, qui est le cerisier fleur pleureur plus connu. Voilà, donc la petite allée, donc vous voyez là il y a un travail d'automne dans le jardin à faire qui va être fait dans les... Je vois que la propriétaire a tondu c'est le tour dernier, mais c'était très humide, elle n'avait pas pu tondre plus vite. C'est le problème de ces jardins en milieu humide, hein, en période automnale, c'est assez difficile d'entretien. Vous avez un petit rosier qu'on montrait tout de suite là, qui est le rosier Pyrénées ou le rosier, rosier Pyrénées. C'est un rosier couvre-sol qui fait de très beaux tapis et puis qui fleurit blanc. Vous voyez, il y a encore des fleurs blanches et il fleurit du mois de mai jusqu'au gelé. Vous voyez, il y a encore des grappes, on a encore beaucoup de boutons, énormément de boutons qui vont s'ouvrir encore hein, avec le temps doux que nous avons actuellement. Eh bien, il va encore faire des fleurs. Il y a plein de boutons. Ils vont encore faire des fleurs pendant un mois, tant qu'il n'y aura pas de gelée. Donc, je pense jusqu'à mi-décembre, on aura des fleurs sur ce petit rosier. Alors, vous avez vu, hein, ces grands bambous, ces bambous géants qui bordent la propriété, qui font la barrière en fait de la propriété. C'est la limite de la propriété. Et derrière, il y a une vallée, mais c'était des bambous qui sont là depuis très longtemps, je pense. Donc on voit les trois palmiers, caméros, bien sûr, c'est pas moi qui les ai plantés non plus, puisque ça fait 4 ans que j'ai dû faire ce jardin, que j'ai repris ce jardin. Donc les camérops encore qui sont assez grande taille. Et on va arriver au petit bassin. Nous allons arriver au petit bassin. Vous voyez les bananiers qui ressortent encore, hein, vous voyez ces grands bananiers. On va vous en montrer encore tout de suite, qui ressortent des camérops. Hein. Et là, on est accueilli par deux petits érables. Encore un Acer palmatum atropurpureum. Et puis un érable vert, un érable japonais vert. Alors, on a une question de Patrick. Est-ce qu'un datura peut rester dehors à Bruxelles jusque -10 en hiver, dans le temps, s'il est protégé par une bâche ad hoc? Je sais pas ce que non, c'est. le datura est une plante qui ne supporte pas le froid. Donc, par contre, il faut la mettre en pot et en hiver, il est préférable de la rentrer dans une petite serre ou dans un jardin d'hiver. Mais il ne faut pas le laisser dehors, même en le protégeant, parce qu'à la fin, le cœur va mourir et va pourrir. Donc c'est une plante vraiment, là c'est une plante frileuse, très frileuse même.
Et la pelouse n'est pas trop difficile à entretenir? Alors la pelouse, non, c'est pas dur à entretenir, il faut juste il faut faire des tontes régulières. La seule problématique, et là c'est la problématique que rencontre ce jardin, c'est que c'est un terrain très humide. Et donc avec toute l'eau qu'on a eue ces derniers temps, eh bien, il était difficile de le tondre parce que c'était très mouillé. Mais autrement l'entretien, la tonte, ce qu'il faut c'est faire des tontes régulières, tous les 15 jours maximum. Donc, voilà. Alors on arrive au petit bassin avec encore de très belles fougères. Des buis, des fougères, de la conocléa. Et puis un hortensia hydrangea et qui est en fin de floraison. Donc là, on va couper ces fleurs-là bientôt. Il reste une fleur. Hydrangea paniculata kyushu. Alors vous voyez de l'autre côté de la rive les Gunera manicata. Donc les Gunera qui sont ces grosses feuilles, là, c'est très grosses feuilles. Donc là, c'est pareil, on est dans quelques temps, dans 3-4 semaines, eh bien, elles vont toutes être mortes, on va les couper, on va les enlever. Alors on les coupe et on les laisse par contre, on ne les enlève pas. On va les laisser sur la souche parce qu'elles ont l'avantage de protéger la souche parce que le Gunera est quand même une plante qui est un petit peu frileuse. Et à droite du Gunera, les goupillons, ce sont des Penisetum alopecuroides. On aperçoit la petite lanterne japonaise, la petite lanterne japonaise qui est un cadeau qui a été fait à la propriétaire. Et donc qui est encadré avec un petit érable japonais, un petit Acer palmatum également, et puis des... J'ai un trou de mémoire, excusez-moi, c'est une plante que j'adore en plus, je vais vous la redire tout de suite. Diosma hirsuta, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc les petits buis, la petite cascade. Alors je suis passé rapidement, je n'ai pas vu les goras, on va les voir un petit peu plus loin, les goras qui sont encore en pleine floraison. Et puis on voit un cypérus là qui ressort de l'eau. Alors oui, j'ai commencé tout de suite avec les plantes aquatiques. Donc vous avez des plantes de bord de rive. Les plantes de bord de rive sont des plantes qu'on va mettre autour du bassin. Ce sont les astilbes, les iris, qui elles ont besoin d'un sol humide et frais. Après, nous avons, quand vous faites un bassin, il faut faire plusieurs niveaux, plusieurs étages dans votre bassin. Moi j'ai pour habitude de faire une bande déjà de 50 cm, ce qu'on appelle le safety ledge, une bande de sécurité qui va être 20 cm de profondeur, ce qui permet que si jamais un enfant venait aller dans le bassin, eh bien voilà, il a une bande de 50 cm sur laquelle il ne va pas directement aller au fond du bassin. Donc, et cette bande de 20 cm va nous permettre de mettre des plantes qui ont besoin de peu d'eau, donc elles ont besoin de 20 à 30 cm d'eau. On va y mettre les plantes comme les calta, les cala, quelques pontedaria. Ensuite, on a le milieu du bassin où là, on a les plantes qui peuvent même presque paraître flottantes. Ce sont les nénuphars, mais par contre, il leur faut 80 cm d'eau pour les nénuphars. Et puis, vous avez les thallias qui, elles, vont demander 30-40 cm d'eau. Donc, chaque plante a vraiment ses exigences de profondeur d'eau. Vous avez les thallias, vous avez aussi les thallichromes, différentes plantes comme ça qui ont besoin d'un peu d'eau. Les lithrums, par contre, le litrum, lui, il peut être dans 10 cm d'eau, comme au bord de rive. Alors je vois une plante là aussi dont je n'ai pas parlé, qui est magnifique, avec son feuillage rouge, puisqu'on parle des couleurs automnales, et bien c'est du Nandina. Nandina 5 Power. Donc c'est un petit Nandina qui est vert en pleine saison, et puis à l'automne, il a ses couleurs très rouges, qui ressortent énormément. Et sur la gauche, eh bien, le Gora dont je parlais tout de suite, le Gora Lindemery, floraison blanche, vous voyez, qui est couvert de fleurs. Et pareil, c'est une plante qui est en fleurs depuis des mois et des mois, depuis le mois d'avril-mai. Donc beaucoup de floraison. Alors dans les plantes de bord de rive, on a également les Outwinia, mais aussi l'Alchemy mollis, là qu'on voit ici, avec ses petites floraisons vertes. L'Alchemy mollis, qui est une plante vraiment de Bordeaux, et qui a la particularité, en plein été, de conserver les petites gouttelettes de rosée dans ses feuilles jusqu'à 10 ou 11 heures. Donc vous voyez les plantes, donc vous parlez la question de Cathy tout de suite, eh bien ces feuilles sales, nous allons les nettoyer à l'automne et puis on les rabattra encore plus au printemps. On voit le Thalia de albata, c'est les plantes qui sont les plantes aquatiques juste ici. Voilà, et bien nous allons continuer. J'adore ce fauteuil qui est placé aussi là, dans un endroit où aime bien se mettre la propriétaire du lieu.
Donc différentes variétés de fougères. Les Diosma hirsuta également qui vont refleurir au printemps. Et puis on va aller faire un gros plan après sur nos goupillons, sur les Pénisétum. Donc vous voyez au fond on a les cordylines hein, qui donnent de la hauteur, les plantes qui sont très très hautes là, avec les fleurs d'ailleurs, c'est une plante qui fleurit au printemps, qui n'a pas été coupée. Donc cordyline australis, et à son pied un Trachycarpus. Et on voit donc c'est un souhait, la propriétaire adore ces plantes un peu méditerranéennes, hein, donc on voit les bosquets de palmiers que nous avons regroupés et puis les bananiers sur la gauche. Donc la petite lanterne japonaise qui est éclairée la nuit, donc nous verrons ce soir puisque nous allons refaire le tour de ce jardin vers 18 h et vous pourrez voir les différentes ambiances. Donc on va aller vers le fond du jardin. Et d'ici on a un point de vue sur les bambous. Donc là on a ce massif de palmiers, cordyline, Trachycarpus, etc. Combien de temps faut-il compter pour aménager un tel jardin? Donc une question de Ricardinho. Alors pour réaliser, si on part sur une page blanche, s'il n'y avait rien, c'est un projet qui aurait pris entre 5 et 6 semaines de travaux. On a une belle surface, on est vraiment dans un jardin qui est très naturel et on est sur 3-4 000 m² quand même. Et on aperçoit au fond, donc les arbres n'ont pas encore leur couleur. Alors cette année, je trouve qu'on a du retard. D'habitude, les érables chez nous sont ont déjà leur couleur chaude automnale. Et là, cette année, je trouve qu'on a du retard. Et j'ai d'ailleurs une personne qui me disait qu'en Normandie, la semaine dernière, elle trouvait que les arbres avaient déjà leur couleur beaucoup plus automnale que chez nous. Donc en fait, nous, on a ce climat tempéré, justement, qui fait qu'on a des températures moins froides, et bien on a du retard. Il y a aussi les périodes de pluie, les périodes de sécheresse qui font que les plantes prennent leur couleur automnale plus vite ou plus tard. Donc on voit au fond là les chênes, ce sont des chênes, Quercus, des chênes, qui sont en train de prendre leur couleur automnale. On va s'approcher et avant de s'approcher des Quercus, on va aller voir ce petit carex là que je viens de découvrir. La graminée, donc c'est une plante qui est intéressante, cette petite graminée entre les Gunera, les carex, parce qu'en fait elle est très très tapissante, très couvrante et elle habille bien les rives, parce qu'en fait le problématique d'un bassin c'est de bien habiller les rives. Donc moi j'ai pour habitude de mettre des pierres, des roches pour que ça fasse assez naturel, et puis d'y ajouter quelques plantes. Et j'aime bien cette vue ici aussi également où on voit les érables, la couleur des érables, on voit les aconocléas, les fougères, le petit pont. Donc ça fait ce qui encadre bien la passerelle. Et comment fait-on pour entretenir un bassin si on a des poissons? Alors, pour un bassin, parce que là en fait c'est un bassin artificiel, hein, ce n'est pas une source d'eau, donc on a un pompage, on a une pompe qui est dans le grand bassin et renvoie l'eau auprès des petits goupilles, auprès des Pénisétum là-bas. Et donc on a un filtre, il y a une pompe, il y a un filtre et il y a un traitement UV. Donc l'eau est traitée par le filtre permet de retenir les plus grosses impuretés. Ensuite, elle passe dans l'UV qui désinfecte, qui enlève les micro-organismes et elle revient au bassin par la petite cascade que vous entendiez tout de suite. Alors après, pour les poissons, il faut faire attention à la densité de vos poissons. Si vous mettez trop de poissons dans un bassin, eh bien, vous aurez du problème à l'entretenir. Donc il faut limiter leur prolifération, il ne faut pas trop de poissons dans le bassin. Voilà, Carex. On a aussi auprès des Pénisétum un Euchera qui est assez intéressant avec son feuillage pourpre. Euchera à ce niveau-là. Donc voilà, on va se repartir maintenant vers le fond. Donc les bananiers encore, bananiers, palmiers. Les jardins très naturels. Et là on a une profondeur, j'aime beaucoup cette surface-là parce qu'en fait on a une profondeur vers la vallée. Et avec de très très beaux arbres qui font le fond de ce parc.
Voilà, eh bien nous avons fait le tour de ce jardin. Je vous laisse profiter des couleurs automnales derrière moi. Je pense qu'on voit bien, on voit bien les chênes qui sont avec leurs couleurs automnales, vous voyez, jaune, rouge. Et je vous invite, je vous remercie d'ailleurs de nous avoir accompagnés. Et j'espère que ça vous a plu, cette petite visite, que vous avez pu retenir des noms de plantes, que ça va vous inspirer pour créer votre bassin chez vous. Et donc je vous invite à nous retrouver ce soir vers 18 h, suivant la tombée de la nuit, 18 h, 18 h 15, où nous referons le circuit de ce petit jardin, beaucoup plus rapidement, bien sûr, on mettra une 10-15 minutes, mais avec les éclairages. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.